Bonjour à tous, je suis Anne Largonnet et vous écoutez Salutations. Salutations est un podcast dédié à l'histoire et la philosophie du yoga et à celles et ceux qui la font vivre aujourd'hui. Au cours des épisodes qui vont suivre, je vais rencontrer des chercheurs, des écrivains, des professeurs et des entrepreneurs qui nous parleront des origines du yoga, des textes qui fondent sa philosophie et la façon dont on peut essayer de la faire vivre aujourd'hui, à travers l'enseignement, la pratique ou la création d'entreprises. Je vous invite donc à plonger avec moi dans cette histoire fascinante pour questionner, dissiper les malentendus et prendre une bonne dose d'inspiration. Nous retrouvons Renan pour un second épisode sur l'histoire et la philosophie du yoga. Renan a eu pour mission de nous aider à déconstruire le hashtag humilité. C'est loin d'être une tâche facile. L'humilité n'est pas une qualité très valorisée dans notre société. On nous apprend chaque jour à nous montrer sous notre meilleur jour, à valoriser nos compétences. Et pour ceux qui manqueraient de confiance en soi, les rayons des librairies regorgent de livres censés nous apprendre à révéler notre puissance et être la meilleure version de nous-mêmes. Le milieu du yoga, étonnamment, est loin d'échapper à cette règle. J'ai donc posé plein de questions à Renan pour comprendre ce qui se cache derrière ce hashtag. Dans cet épisode, nous allons donc revenir à la source des textes, découvrir pourquoi se connaître et connaître ses capacités est nécessaire et comment le yoga peut nous aider à trouver la juste dose d'ego. Bonne écoute! Bonjour Renan. Bonjour Anna. On se retrouve aujourd'hui pour parler de philosophie du yoga. Donc dans le podcast, on a pris l'habitude de scruter un petit peu Instagram et de regarder quels étaient les hashtags un peu récurrents et de les comprendre, d'aller en profondeur pour voir ce qu'il y a vraiment derrière et ne pas rester sur les images qu'on peut voir associées qui parfois sont un peu trompeuses. Oui. Donc avec Patrick Frappot, on avait regardé le hashtag bienveillance et l'idée avec toi c'était de regarder le hashtag humilité. Et pour pouvoir justement parler de philosophie et d'histoire du yoga, ma première question, c'est de savoir s'il y a en fait un mot sanskrit qui veut dire humilité. En fait, je pense que cette notion est moderne et apparaît dans notre société comme réaction face à ce qu'on peut observer, entre autres sur Instagram. Mais j'aimerais revenir sur une notion et partir d'une notion d'un terme sanskrit, ahamkara. Donc c'est une notion qui apparaît dans tous les traités de yoga, dans les sutras de Patanjali en particulier, mais dans tous les autres traités. Donc ce que l'on appelle ahamkara, on peut le donc traduire par la conscience de soi. En fait, c'est aham, ça veut dire je suis. Et donc, c'est le fait d'être je. L'ahamkara, donc, c'est une notion qui est développée dans tous les textes et qui est décrite comme étant une composante nécessaire du fonctionnement de l'esprit humain. La conscience de soi qui régule notre rapport au monde. Par exemple, j'ai conscience de la longueur de mon bras, donc je vais pouvoir mettre la main sur la poignée. D'accord. Par exemple, j'ai conscience de ma voix et je peux parler plus fort ou moins fort en fonction de la personne qui est en face de moi. C'est-à-dire que la conscience de moi va permettre de réguler un certain rapport au monde et aux autres. D'accord. Donc cette notion, l'ahamkara, est tout à fait nécessaire dans le fonctionnement humain. Donc on peut le dire que c'est une forme d'ego, mais que l'on doit avoir. Et que si ce rapport n'est pas ajusté, notre relation au monde ou aux autres va être problématique. Donc il faut apprendre à développer l'ego aussi. Donc, dans les textes indiens, à la base, ce qu'on appelle l'ego n'est pas du tout négatif, mais au contraire est nécessaire. Donc ça, c'est une donnée qui est très très importante. Par contre, il y a un excès d'ego qui là, tous les textes mettent en garde contre cet excès d'ego qui n'est pas juste une connaissance de soi, mais qui est une valorisation de soi.
Et donc tous les textes disent que cet excès d'ego ou d'ahamkara est un obstacle sur le chemin du yogi. D'accord. Donc ces textes nous incitent à nous connaître et à nous connaître tel que l'on est, sans grossir qui l'on est et sans se prévaloir des qualités que l'on a. Donc c'est le chemin le plus difficile que l'on a à faire. Et dans notre société, donc là, ce que je suis en train de décrire est particulièrement clair quand on voit, par exemple, Instagram. Oui, c'est sûr. Parce que, en fait, ce qu'on voit, ce sont principalement le yoga d'Instagram. C'est devenu un yoga que l'on montre, dont on est fier, pour montrer qu'on est le meilleur ou le plus beau. Celui qui a réussi la posture la plus compliquée. Voilà. Et qui, donc, derrière, il y a un discours qui est « je suis le meilleur, regardez ». Schématiquement, aujourd'hui, on voit les photos d'Instagram. Donc là, on voit bien, on est très loin d'une notion classique de yoga. Et là, si on ramène ça à cette notion de l'ahamkara, c'est pas du tout se connaître, mais c'est au contraire montrer que l'on est meilleur, etc. Alors, et c'est donc là que cette notion nous fait voir l'excès actuel de la société et des médias, des médias sociaux. Ce que j'aimerais peut-être un petit peu creuser, dans les Yoga Sutras, on commence à en parler un tout petit peu dans certains épisodes. Cette Ahamkara, je le dis correctement. Ahamkara. À quel moment on le retrouve en fait je veux dire, est-ce que ça fait partie des niyamas, des yamas, est-ce que c'est une notion qui est plus en filigrane en fait dans le texte. Si on voulait comprendre en fait et aborder les Yoga Sutras avec ça en tête, qu'est-ce qu'il faudrait chercher en fait ? C'est une notion en filigrane. D'accord. En fait. C'est quelque chose qui sous-tend l'intégralité du parcours en fait du yogi. C'est pas un yama ni un niyama. D'accord, ok. C'est quelque chose qu'on comprend au fil de la lecture et des commentaires des Yoga Sutras. Puisque en lisant uniquement les Yoga Sutras, je suis pas sûre qu'on arrive à aborder la notion facilement. Et c'est un point commun à plusieurs traités. D'accord. Et récurrent dans la philosophie indienne, le fait que cette forme d'ego est nécessaire, mais dans tous les textes, son excès est dénoncé. Et ce qui est compliqué aussi, je pense, à comprendre aujourd'hui, parce qu'on est dans une société, Instagram est finalement le bout de la chaîne, mais quand on est obligé de se vendre dans notre société, de manière générale, en CV, dans la vie au quotidien, c'est quand même la valorisation de ses atouts. Il y a plein de livres de développement personnel là-dessus, et aussi des livres de développement personnel qui se prévaloient parfois de philosophie indienne pour savoir montrer le positif, trouver le positif en soi. En fait, c'est difficile de comprendre du coup. Oui, c'est une limite qui est aussi personnelle, et il y a une différence entre mettre une photo sur Instagram parce qu'elle est belle et parce qu'elle rayonne et parce qu'on veut partager cette forme d'énergie, et même cette même photo, mais en ayant une intention derrière de prouver qu'on est doué, et de vouloir aussi, par exemple, écraser les autres, être supérieur, etc. Disons que c'est pas tellement la photo, c'est la manière dont c'est fait. Et qu'est-ce qu'il y a derrière. Et c'est à ce moment-là que cette notion d'humilité apparaît. Parce que on voit bien, même sous une forme d'intuition, on voit bien sur Instagram, parfois on dit il faudrait que telle personne soit un peu plus humble. Donc cette notion d'humilité apparaît comme réaction à cet excès. Et en fait, il ne devrait pas y avoir une volonté d'humilité. L'humilité devrait apparaître d'elle-même. On ne devrait pas travailler pour être humble. On ne devrait pas se dire « je vais maintenant faire preuve d'humilité ». On ne devrait pas remettre le curseur. Voilà, en fait. Le curseur devrait déjà être à un niveau. C'est ça que je veux dire, c'est que si on reprend cette notion d'humilité, je pense que à la base, du point de vue du pratiquant, donc raison pour laquelle on pratique,
va faire que l'humilité va se manifester. C'est-à-dire que si on pratique de manière très personnelle, on ne va pas se prévaloir de ce que l'on fait. Et donc l'humilité va se manifester d'elle-même. Et même si on montre une posture avancée, on ne la montre pas du tout pour en être fier auprès des autres. C'est que l'intention à la base n'est pas la même. Je pense que tout vient de l'origine, pourquoi on pratique et comment. Et ce qui est assez marrant, c'est que quand même ce manque d'humilité est aujourd'hui quand même assez fréquent dans le yoga. C'est-à-dire qu'on peut se poser la question, parfois c'est un petit peu contradictoire, on est dans un monde du yoga qui est censé jusqu'où aider à trouver cette juste mesure et pourtant c'est un milieu où on se dit très souvent cette personne manque d'humilité, où il y a une façon c'est marrant à voir, parce qu'en fait il y a une prédisposition du corps et là c'est là qu'en fait c'est plus par le corps. Généralement la plupart beaucoup se disent qu'ils ont eu l'illumination, qu'ils ont trouvé la paix, donc dans ce sens-là on peut manquer d'humilité, mais souvent ça passe par l'image en fait du corps. Et c'est un peu particulier dans une pratique qui est censée être à l'inverse, en fait. Et c'est décrit et dénoncé par tous les maîtres et tous les textes, que le yoga peut faire contre-emploi, peut gonfler l'ego, mais c'est pas du tout le but. Voilà. C'est donc comme un effet, on va dire, indésirable. Mais il n'y a jamais eu aucun maître ou aucun texte qui a préconisé de développer une forme d'ego dans ce sens. Jamais. C'est un effet actuel. Mais ce que je voudrais dire, c'est que pour autant, de ce que je vois moi, de ma pratique ou de mes élèves, personne n'est dupe de ça. Ce sont juste en fait un message ou de personnes qui crient très fort sur des réseaux sociaux, qui fait que ça leur donne une certaine forme d'importance. Mais c'est pas parce qu'on a beaucoup de likes sur une photo qu'on a beaucoup d'élèves. Mais de toute manière, ces personnes ne recherchent pas forcément beaucoup d'élèves. Elles recherchent des likes, qu'on leur dise. C'est un autre monde. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je vois dans mon centre des personnes qui sont très loin de ce monde aussi. D'accord. Et je pense que dans la réalité, la majeure partie des personnes qui pratiquent ont un autre intérêt dans le yoga et ne sont pas en accord avec cette vision, cette façon de pratiquer. Et justement, en fait, donc là, on fait un peu le constat. Moi, ce que j'ai envie de faire aussi, c'est donner des pistes, en fait, à ceux qui pratiquent, alors, on vient de dire qu'on faisait pas preuve d'humilité, mais que c'était plutôt une réaction. Mais comment, en fait, on travaille, en fait, cette notion d'ego à travers le yoga, aussi bien... Alors, en Ashtanga, je vois bien, parce que c'est une pratique très demandeuse d'effort et donc de travail. Et donc là, on voit bien que la notion d'ego peut être très rapidement rentrée en jeu. Oui. Mais il y a beaucoup de gens qui écoutent et qui ne pratiquent pas l'Ashtanga, mais plutôt le Vinyasa ou le Hatha. Comment on fait pour pratiquer et intérioriser sa pratique? C'est super dur, moi, je trouve, en fait, quand on est dans une progression, dans essayer de progresser dans le yoga, de pas avoir cette notion d'ego, et quand on réussit une posture qu'on essaye de travailler depuis longtemps, de pas se comparer au voisin, à la voisine d'à côté. Voilà. Est-ce que t'as exactement ça. Je pense qu'il faut déjà se recentrer sur soi-même, voir pourquoi on pratique, et avoir une pratique personnelle, je veux dire, qui n'est pas la même que la personne qui est à côté de nous. En sachant que tout le monde est particulier, on n'a pas les mêmes prédispositions selon le corps que l'on a. Donc ça, si c'est important, il y a des personnes qui ont plus de facilité que d'autres, mais aussi par rapport aux activités qu'on a pratiquées dans le passé. Ou que l'on pratique à côté. Donc, notre progression ne va pas être la même. Donc, d'emblée, il ne faut pas se comparer aux autres, mais voir soi et apprendre à se connaître et surtout lâcher prise sur certaines choses et à développer une forme de patience
à vouloir pratiquer pour le plaisir de la pratique et non pas pour vouloir faire une posture absolument aujourd'hui. Donc ça peut se dérouler dans le temps. Et à ce moment-là, les postures même avancées que l'on réussira seront l'aboutissement d'une progression, comme des petites briques qu'on a posées. Et ces postures avancées, c'est normal qu'on les réussisse parce qu'on a tout fait pour le faire et bien fait. Et donc, on ne peut pas s'en prévaloir. C'est comme quelque chose de normal. Ouais. Et donc, à ce moment-là, quand le chemin est vraiment personnel et intériorisé, sans se comparer, sans vouloir faire des prouesses, je pense que là, on est dans la vraie démarche du yoga, qui est commune à tous les styles, à tous les genres. Même dans l'Ashtanga. Même dans l'Ashtanga. Je plaisante, bien sûr. Et dans sûr. l'Ashtanga, on peut aussi avoir une progression dans le temps. C'est ça, en fait. C'est que dans l'Ashtanga, on apprend aussi l'humilité assez rapidement parce que la séquence est difficile. Et donc, on n'y arrive pas. Donc il va falloir faire preuve de patience et avoir une pratique régulière pour pouvoir réussir. Et la 3e série dont on parlait donc dans le premier podcast est une série donc très très avancée et est une série de grâce et de beauté. Mais quand on y arrive, les personnes qui y arrivent normalement, y arrivent après un long chemin et ne peuvent pas se prévaloir de ces postures, même si elles sont acrobatiques et magnifiques. Parce que le chemin a fait que on y arrive forcément dans une position humble. Et ça me parle, moi ça me parle beaucoup. C'est parce que moi j'ai débuté le yoga il y a pas très longtemps et c'est vrai qu'il y a une telle pression aujourd'hui pour réussir les postures sur les mains, sur la tête, qu'en fait je me suis rendu compte qu'à un moment j'en oubliais en fait la pratique et puis le plaisir de la pratique et que je commençais à faire une pratique de plus en plus sportive entre guillemets pour gagner en force et aller vers la posture sur la tête qui est à la base je pense pas forcément là d'emblée faite pour moi en fait parce que j'ai pas un passé très sportif et donc on oublie vite en fait le fait de se concentrer sur ce que ça apporte au quotidien. Mais ça je pense aussi alors ça tu vas me dire mais avec toutes les personnes que j'ai interviewées tous me parlent d'une pratique quotidienne qui est loin d'être acrobatique et qui est une pratique centrée sur soi, souvent sur des salutations au soleil pur par exemple et est-ce que toi tu prônes ça aussi pour justement travailler le yoga pour être loin de cet esprit d'ego parce que finalement quand on est tout seul sans son portable, sans photo je pense qu'il vaut mieux pratiquer un peu souvent. Et c'est ce que je recommande à mes élèves. Je sais que parfois dans la vie actuelle on n'a pas forcément 1h30 devant soi, des gens qui travaillent, qui ont une vie de famille et des enfants, etc. Mais je pense que on a un intérêt corporel mais aussi mental à pratiquer un peu tous les jours aussi parce que c'est un temps que l'on s'accorde à soi. C'est comme si à un moment on se met hors de ce tourbillon de la vie pour prendre soin de soi pendant un temps. Et je pense que une pratique régulière, même courte, est plus bénéfique que de pratiquer intensément, longtemps, mais occasionnellement. Bien sûr. Et ça permet aussi justement de se concentrer sur soi à ce moment-là. Oui, et ça développe la concentration. Et est-ce que tu penses que le fait... moi, ce qui m'importe aussi, c'est de comprendre ce que le yoga peut m'apporter évidemment à moi, mais aussi à ma façon d'aborder le monde et les autres. Et cette question d'humilité, elle est quand même importante dans son rapport aux autres. Comment, toi, personnellement, le yoga t'a aidé, en fait, par rapport à ton ego, à envisager ta relation aux autres différemment, en fait ? Alors en particulier, en donnant des cours, donc on est confronté à d'autres personnes qui ont une autre façon de penser ou d'un point de vue des postures qui n'ont pas la même progression que celle qu'on supposerait. Et donc on est obligé de voir que l'autre n'est pas forcément le même que moi et que c'est pas forcément moi qui ai raison. Et donc, je pense que on apprend donc à la fois à s'accepter soi-même que l'on est, comme on est, à accepter les autres, qu'ils soient différents,
Et je pense aussi que la pratique du yoga et de la méditation, si la respiration est posée, parce que ça ramène l'esprit ici et maintenant sur ce qu'on est en train de faire, et pas sur des fabulations du passé ou de l'avenir. Et je pense que le fait de se calmer soi-même permet de mieux envisager le rapport au monde ou aux autres. Est-ce que du coup tu t'es retrouvé face à des élèves qui n'étaient pas du tout dans cet état d'esprit? Alors en discutant avec toi, j'ai bien compris que quand on venait chez toi, c'est souvent par bouche à oreille, donc on te connaissait avec probablement une envie particulière, mais est-ce que tu t'es déjà retrouvé face à des élèves qui peut-être manquaient justement d'humilité et pour qui c'est pas du tout passé, et puis avec d'autres avec qui justement le chemin du yoga leur a permis d'abandonner peut-être un ego trop important? Je sais pas comment tu... Oui, donc il y a des personnes en fait, par exemple, qui viennent prendre des cours, qui viennent prendre un cours d'essai dans mon centre et qui voient que le cours va pas se passer, on va pas faire que des postures sur les mains. Et tout le reste ne les intéresse pas. Donc en fait, ça, ce sont des personnes qui vont pas revenir. Donc disons que le problème est vite réglé. Et bon, par exemple, pour mes formations de professeur, donc j'ai 2 formations de professeur, une de 200 heures sur 1 an et une avancée de 300 heures sur 2 ans. Et je dis aux personnes que je rencontre avant, pour la formation, je leur dis que je veux que leur choix soit motivé par le fait que je vais beaucoup parler de philosophie indienne. Et donc, je fais tout pour attirer des personnes qui s'intéressent à autre chose que l'aspect physique, mais on fait des postures bien évidemment. Mais je veux attirer des personnes qui voient aussi autre chose dans le yoga et qui voient aussi un travail personnel sur soi, sur l'esprit. Donc, je comprends. J'essaye de créer ça. Et là, on va arriver à la fin de l'épisode et ce que j'aime bien, du coup, dire à ceux qui nous écoutent, donc déjà, la première chose que je retiendrai pour travailler justement sur l'humilité, si on a envie d'aller plus loin dans le yoga, mais ça vaut pour toute la philosophie, c'est de bien choisir son teacher training en fonction de son appétence ou non pour ce type de choses. Je pense qu'on ne trouve pas la même chose partout et que si on a envie de creuser, c'est une très bonne manière d'aller au contact de gens comme toi qu'on fait le chemin. Et est-ce que tu aurais d'autres pistes pour les gens qui font pas de teacher training, mais qui aimeraient peut-être plus occasionnellement aller fouiller dans la philosophie du yoga? Est-ce qu'il y a, toi, des textes, peut-être pas les textes fondateurs, mais des textes qui parlent de la philosophie du yoga que tu as particulièrement apprécié et qui t'ont permis aussi d'aller creuser? Disons que, alors, les Sutras de Patanjali, ça reste un texte très difficile. Et je pense qu'il faut apprendre avec quelqu'un. Par contre, on peut lire un texte plus facilement comme le Hatha Yoga Pradipika. D'accord. Et à partir de ce texte, de manière personnelle, commencer à mener une enquête sur certains points. D'accord. C'est-à-dire que ce que je dis à mes élèves, c'est qu'il faut la culture indienne est différente de notre culture. Donc pour nous, c'est un peu compliqué. Elle est très compliqué dans le détail et il faut voir ça comme une image qui va devenir claire par petits bouts et par endroits et ça aussi sur une longue période et qu'il faut accepter pendant un certain temps que certaines zones restent floues mais que d'autres à côté vont s'éclaircir et comme ça on ouvre comme des petites fenêtres qui est cet apprentissage et cette compréhension de cette culture donc se fait petit à petit sur une longue période. Et dans ce cas-là, on peut travailler ça. Il y a des textes d'histoire qu'on trouve en librairie. T'as pas d'auteur fétiche à nous donner Michel Angot. Ok, très bien. Voilà, oui, j'en ai déjà entendu parler, qui est effectivement un indianiste français très connu. Que t'as eu en classe? Non. Non, parce qu'il est enseignant aussi à la fac. D'accord, très bien. Eh ben, je te remercie, Renan. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. Salutations est un projet que je construis en plus de mon job. Avoir des feedbacks est une grande source de motivation pour moi. Si vous avez apprécié plonger avec moi dans l'histoire du yoga, partagez l'épisode et surtout, dites-le moi en notant l'épisode sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez retrouver toutes les notes de cet épisode dans la description du podcast et sur Instagram sur le compte
salutations avec un S, _podcast. Si vous avez des envies ou des suggestions, n'hésitez pas à m'écrire. À très vite!